Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Alors, j'avais besoin de faire une petite pause pour les très grosses séries que je fais, comme celle de la physique des particules ou celle sur les échecs, qui est vraiment énorme. Donc on va voir une petite série ici, quand même pas mal de vidéos, vous verrez, sur les vecteurs et tenseurs. Alors c'est donc présentation, une introduction assez complète sur tout ce qui est vecteur et tenseur en mathématiques. C'est donc une série mathématique et donc non vulgarisée. On fait vraiment ici presque un cours sur l'algèbre et l'analyse vectorielle. On dit aussi algèbre linéaire. Alors, les vecteurs sont très basiques. Ils sont d'une très grande utilité. On les rencontre presque partout en mathématiques, mais aussi presque partout en physique. Que ce soit en géométrie, que ce soit en cinématique, en dynamique, en relativité, en mécanique quantique, on les rencontre vraiment dans tous les coins. Alors, commençons d'abord par une introduction en parlant des notations qu'on va utiliser pour être bien clair dans ce que je vais écrire. Alors, on va utiliser toutes sortes de symboles, de lettres en général, pour les coordonnées, les composantes des vecteurs et tenseurs et des éléments de matrice, etc., dont le nombre dans chaque catégorie est grand ou indéterminé. Pour distinguer les différents symboles d'une même catégorie, par exemple différentes composantes, on va employer des indices. Alors pour par exemple, au lieu des variables traditionnelles x, y, z qu'on rencontre souvent, par exemple en géométrie, on va utiliser x1, x2, x3. Donc c'est vraiment équivalent. Hein. Ceci, c'est le x, le y, le z. On les distingue simplement par un indice. Première variable, deuxième variable, troisième variable. Et ces nombres de variables, ou de la valeur de l'indice, peut être quelconque. Par exemple, si on a n variables, au lieu de 3 comme ici, on va avoir x1, x2, etc. jusqu'à xn. On pourra aussi écrire par exemple xi pour désigner un des indices ou une des variables quelconques dans la liste. Cette notation est vraiment indispensable quand on a un nombre très grand ou indéterminé de valeurs pour l'indice. Et on utilisera aussi des indices supérieurs, donc des exposants, en quelque sorte. Donc par exemple, x1, x2, x3, xn, xi, avec l'indice au-dessus. Ce sont des variables différentes des précédentes. Et les indices inférieurs et supérieurs permettent de distinguer deux grandes catégories de variables qui nous seront très utiles, nous verrons cela au temps voulu. Alors, avec les indices supérieurs, on peut avoir des confusions, par exemple avec x carré. Donc, pour éviter la confusion avec les puissances des variables, x ou xi à la puissance p sera noté xp ou xip. Donc, avec des parenthèses avant de noter que c'est au carré, au cube ou une puissance quelconque. Si le contexte dans lequel c'est utilisé évite toute ambiguïté, on sait que c'est un indice ou on sait que c'est une puissance, on évitera les parenthèses. Parce que sinon, ça peut alourdir un peu les notations. Alors, les vecteurs et les tenseurs sont souvent représentés en gras. C'est une notation très conventionnelle dans les livres, mais ce n'est pas très pratique ici. Avec un marqueur, c'est difficile de représenter des lettres maigres et grasses.
Parfois, on les représente par une petite flèche. Je trouve ça un peu lourd. Alors, on va simplement mettre une barre au-dessus. Donc, par convention, E bar sera un vecteur. Les composants de ce vecteur vont être notés par des lettres normales. Par exemple, un vecteur x bar de la géométrie classique, qui est représenté avec une base de l'espace à 3 dimensions, E bar 1, E bar 2, E bar 3, donc au lieu de x, y, z habituel, hein, sera égal à noter par x1, E1 plus x2, E2 plus x3, E3. Avec les barres qui distinguent les vecteurs de base et le vecteur qui est représenté. Une autre notation importante, c'est la sommation. Alors, lorsqu'on effectue une sommation d'un certain nombre de grandeurs, de quantités, de variables, on utilise la lettre sigma. C'est la lettre grecque sigma majuscule, qui va représenter, par exemple, une sommation x1, y1 plus x2, y2 plus x3, y3, va être notée somme de i égale 1 jusqu'à 3, donc on donne l'indice qui va être utilisé, la variante de 1 jusqu'à 3, au-dessus et au-dessus, de xi, yi. C'est donc une notation équivalente. Et celle-ci est évidemment beaucoup plus compacte et indispensable si on n'a pas trop variables, mais 80 ou n variables, à nombre quelconque. Les notations classiques deviendraient vite très lourdes. La convention de sommation, dite convention d'Einstein, je crois que c'est lui qui l'a introduite, consiste à utiliser le fait qu'un indice qui est répété, donc si on retrouve 2 fois le même indice dans un produit, un monôme, ici l'indice i est répété, on le trouve 2 fois, cela signifie que l'on fait la somme. Et on écrit alors avec cette convention que somme de i égale 1 jusqu'à n, par exemple, de xi, yi, est identique à xi, yi. C'est-à-dire qu'on omet le signe de sommation. Par défaut, on considère que l'indice i varie sur tout le domaine possible, donné généralement par le contexte, varie de 1 jusqu'à n, ou de 1 jusqu'à 3, ou jusqu'à 4, etc. Sauf mention contraire. Et et l'indice qui est répété, ici i, peut être affecté dans un monôme à des lettres différentes. Hein? Ainsi, par exemple, AII XJ est égal à A11 XJ plus A22 XJ plus, etc., ANN XJ. C'est l'indice I qui est répété. J n'étant pas un indice répété, il n'est qu'une fois dans l'expression, on ne fait pas de sommation, d'addition, sur la variation de cet indice. Alors, une sommation dans un monôme peut être affectée à une lettre donnée, et dans un autre monôme, on peut utiliser une autre lettre pour indiquer cette sommation. Les indices peuvent être simultanément inférieurs et supérieurs. De ce point de vue, pour la sommation, on ne fait pas cette distinction. Si c'est répété au-dessus et au-dessus, en dessous et au-dessus, on fait la somme. Par exemple, pour AI, indice supérieur K, Y, I,
indice inférieur, pour l'indice variant de 1 à 4, on va avoir A1K Y1 plus A2K Y2 plus A3K Y2 plus A4K Y4. On voit donc que l'on a deux sortes d'indices. L'indice sur lequel on fait la sommation, il peut y en avoir plusieurs, on peut avoir une série de sommations imbriquées. I, ici, varie de 1 à 4 dans l'expression, ou de 1 à n, et on peut le remplacer par une autre lettre, peu importe. C'est égal à A, J, K, Y, J. J variant de 1 à 4, c'est la même expression. Ou A, M, A, M, K, Y, M, ou encore une lettre grecque, par exemple. A, gamma, K, Y, gamma. Peu importe la lettre qui est utilisée. Du fait que le résultat ne dépend pas du nom de l'indice, on dit que c'est un indice muet. Évidemment, on ne va pas lui donner le nom de K, parce que sinon on confondrait avec l'autre indice. C'est la seule règle. Il faut que on distingue les différentes sortes d'indices. K, par contre, est une autre sorte d'indice. Il n'a pas de sommation, il a donc une valeur précise, une valeur donnée. Non fixée ici, puisqu'on le représente par une variable, la variable K. Mais dans l'expression, il a une certaine valeur, on ne fait pas la somme sur toutes les valeurs possibles. On peut utiliser l'expression pour différentes valeurs de K. Ça donne alors des expressions différentes. On l'appelle donc indice libre. Indice muet, répété, on fait la somme, on peut le remplacer par n'importe quel nom. L'indice libre, non répété, et le symbole utilisé dépend de son usage, l'usage de l'expression. L'indice n'étant pas sommé sur toutes les valeurs possibles, l'indice reste visible, comme dans nos exemples, et pour un usage quelconque. Mais il faut savoir de quel indice on parle alors, donc on ne le change pas. Ici aussi, K pourrait prendre des valeurs de 1 à n. En général, les valeurs de 1 à n pour I et de 1 à n pour K, c'est le même n. Sauf mention contraire. On peut avoir des cas où un indice varie de 1 à 3, un autre de 1 à 5. Donc dans des cas particuliers que l'on indique, alors évidemment. Et pour une expression comme une équation, on va dire A, I, J, B, J est égal à AIB, AIJ, XJ égale BJ, BI. On voit qu'on va regarder les indices supérieurs des deux côtés. Ici, c'est un indice J est un indice muet. C'est en fait, pour n égale 3, c'est en fait 3 équations possibles pour les différentes valeurs de I, qui est un indice libre, et la somme sur les 3 valeurs de J, qui est un indice muet. Donc c'est égal à A11 x1 plus A12 x1 x2 plus A13 x3 égale B1. Ou pour une autre valeur de I, A21 x2 plus A22 x2, c'est x1, plus A23 x3 égale B2. Et enfin, A31 x1 plus A32 x2 plus A33 x3 égale B3. Donc on voit à quel point ces différentes conventions
permettent d'avoir une notation concise, très compacte, très pratique, au lieu d'un ensemble d'équations qui peut être lourd. Imaginez, pour n égale 10, hein, ça ferait 10 termes, 10 équations. Alors que vous avez une seule expression, toujours la même, pour cet ensemble. C'est donc très pratique. Et très très utilisé. On le rencontre un peu partout. En maths comme en physique. Voilà. Et nous continuerons cette introduction sur les notations, les conventions dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.